Service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Räikkönen on the inside, and he's cracked with Verstappen. He's hit Vettel as well. Räikkönen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Räikkönen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it too. Get it there, Lewis. Nice work, mate. Oh, beautiful lad. Are we good? We're good. Mate, hectic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour le warm-up du Grand Prix de Hongrie 2018. C'est Dino au micro et exceptionnellement, lors des 40 prochaines minutes, nous reviendrons évidemment sur la 6e place sur la grille d'un pilote Toro Rosso, la première pour un monteur Honda depuis le Grand Prix du Brésil 2017. Mais je vous rassure, je ne serai pas seul pour parvenir à cet exploit puisque pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Buchor. Bonjour Buchor. Bonjour. Shinji. Bonjour Shinji. Bonjour. Et puis c'est tout, je crois, à peu près. Ah non, il y a Monsieur Ball. Bonjour Scalibal. Bon matin, cher ami. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Je crois que Scani est un peu fatigué, mais Bah non, mais ça devrait nous arranger en fait. Visiblement, Parce qu'il attendait que je lui dise comment ça va, madame. Vous avez pas vu que je serve à rien. Bon bah écoute, je vais jouer le rôle, je vais servir à rien, voilà. Non, on n'a pas prévu. Quoi. Alors messieurs, comme annoncé lors de cette courte introduction, là, exceptionnellement le warm-up fera 40 minutes aujourd'hui, tout simplement parce que voilà à peu près. On peut majorer une option exclusive aujourd'hui seulement d'1 heure. C'est ça qu'on a dit. Pas qu'on mette le jingle du ta gueule. Mais voilà, on a décidé de rallonger un peu ce warm-up puisqu'il y a une grosse actualité qui est tombée cette semaine. C'est la mise sous administration judiciaire de l'écurie Force India suite à une procédure qui a été déclenchée visiblement par l'entourage du pilote numéro 1 de l'écurie, Sergio Pérez. Je dis ça pour énerver les fans de code. Soutenu par Mercedes et BWT. Attention, il est pas tout seul. Et procédure qui a été mise sous un nouveau jour par Sergio Pérez lors d'un communiqué, puisque Sergio Pérez a été pas mal attaqué visiblement sur le fait d'avoir lancé cette procédure. Et il explique qu'initialement il y avait une procédure qui avait été attentée par un autre commanditaire de Force India en début de semaine, qui visait tout simplement mettre l'écurie en liquidation, et que c'est plus ou moins l'équipe. Alors l'équipe c'est très vague, mais c'est plus ou moins l'équipe qui aurait solliciter Pérez pour qu'il lance cette procédure de mise sous administration qui, elle, a l'avantage de permettre à l'écurie de fonctionner en attendant de trouver un nouveau repreneur à la structure et surtout de préserver les emplois. Donc lui, aujourd'hui, il se défend en disant voilà, moi je l'ai fait à la demande de l'équipe pour sauver les 400 employés qui sont sur la structure. A priori, c'est par rapport à certains membres clés de l'équipe, mais pas de Malia, parce que Malia, apparemment, il a fait une lettre aux employés où, justement, il a pas apprécié, justement, cette action de la part de Pérez. Oui. Mais surtout que d'après ce que moi j'ai compris des articles que j'ai pu lire sur le sujet, c'est qu'en fait, il y aurait aussi le déclenchement de la procédure serait parce que il y aurait eu des offres de rachat ou de sponsoring faites à la direction de Force India qui auraient été rejetées. Oui, et connaissant la situation financière. Ils ont fait pareil, un tweet assez salé en disant qu'ils étaient sur le point de signer un truc à genre 40 millions, que du sponsoring, avec l'équipe, et que justement ça a été à la date bloqué. Du 27 juillet en plus. Voilà, ça a été bloqué par la procédure. Alors moi ce que je dis c'est surtout que du coup en fait Pérez aurait lancé ça parce que des offres intéressantes auraient été rejetées par la direction de Force India. Si à un moment donné quand les personnes internes connaissent la situation financière de Force India, les mecs ils trouvaient ça aberrant que de telles offres soient rejetées. Donc en fait la procédure fait que comme elle est sous administration, s'il y a de sérieuses offres de rachat,
c'est plus Vijay Mallya qui peut bloquer, c'est du coup l'administrateur judiciaire qui accepte ou pas. Et comme c'est quand même une personne neutre et qu'apparemment en Angleterre c'est un système qui est assez bien géré ou bien fichu. Et apparemment c'est l'administrateur qui était déjà intervenu sur Caterham, je crois. Ouais, ça apparemment c'est quand même quelqu'un qui connaît le domaine. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît le monde de la F1 et qui fait pas n'importe quoi. Il va plus vendre. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de repreneur surtout pour ces deux équipes. Oui. Force India, excusez-moi, mais c'est quand même un autre package que Manor et Caterham. Moi je sais pas, c'est quand même un peu plus attractif. Alors messieurs, moi j'ai envie de vous poser la question sans tourner autour du pot. À qui la faute de cette situation? Alors, il faut juste qu'on rappelle que Vijay Mallya, en fait, il est dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée puisque ses actifs ont été saisis tout en partie ou vont être saisis ou potentiellement l'être, je sais plus. Lui, il a des déboires judiciaires et donc ses actifs sont menacés. Donc au-delà du fait, c'est ce qui engendre le fait que l'écurie est pas dans une très très bonne passe. Ça vient de son dirigeant. Et le meilleur moyen de la protéger, c'est d'activer cette procédure-là pour empêcher que les actifs soient saisis par la justice et non pas par l'administrateur qui est là pour la vendre. Mais parce que sinon la justice va juste le garder pour se recouvrer de l'impôt. Et donc pas du tout vendre à un mec qui a un projet, etc. On s'en branle, c'est pas le métier de la justice. Donc j'ai l'impression même qu'il y a une obstination de la part de Mallya. Vu par rapport à la réaction qu'il a, notamment par rapport à la procédure, c'est que lui, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il peut sauver Force India tout seul, que ses déboires en Inde et tout ça, ça va se régler, il va récupérer l'argent, il va pouvoir sauver l'équipe, sauf que l'équipe, elle va déjà mal, quoi. Mais même dans l'argumentaire qu'il utilise, parce que faut rappeler les chiffres, il y a une dette visiblement qui est de 3 millions de livres sterling, donc je crois que c'est à peu près 4 millions d'euros envers Sergio Pérez de salaire non payé. Alors visiblement c'est sous-payé puisqu'il a quand même continué à percevoir des salaires, mais beaucoup moins que ce qui était prévu. Il y a 10 millions et demi d'euros de dette envers Mercedes, qui est le fournisseur manufacturier, ce qui peut-être inclure aussi une partie du salaire de Esteban Ocon. Ça aujourd'hui on ne le sait pas. Et dans la procédure, il y a BWT, le sponsor, qui aujourd'hui affirme que c'était pas du sponsoring mais un contrat de location de la livrée, un peu sur le modèle de ce qui existe toujours chez Ferrari. Et ce qui est dans les déclarations de Vijay Mallya, ce qui est étonnant, c'est la position qu'il prend en disant de toute façon aujourd'hui avec cette procédure d'administration, il va falloir tenir compte de tous les créanciers et je suis le premier des créanciers puisque j'ai 159 millions d'euros de dette. Oui, mais à un moment donné, ça c'est ta dette à toi, t'es propriétaire. donc c'est pour ça que la procédure, elle va permettre des choses. Maintenant, elle va aussi permettre des choses en discussion avec le créancier. Lui, clairement, aujourd'hui, il se met dans une position de dire « je suis un créancier comme un autre ». Sauf que non, t'es pas n'importe quel créancier non plus. T'es le mec qui est responsable de cette situation-là, même si effectivement, il a pris sur lui, je pense, une partie de la dette pendant longtemps. Mine de rien, aujourd'hui, t'as 159 millions de livres, je crois, de dette, et que ça, c'est un fardeau de dette qui est, c'est juste quasiment le budget pour une saison pour une écurie de milieu de plateau, quoi. Alors, avant de qu'on se lance quand même dans le tapage sur les doigts de Vijay Mallya pour avoir merdé, on se rend compte qu'en fait les problèmes de l'écurie, on savait que la situation financière de l'écurie était pas simple depuis des années, mais on sait que si elle est arrivée jusque là, les faits prouvent que du moment que on va dire les actifs de Vijay Mallya et l'argent de Vijay Mallya était bloqué en Inde, etc. Du coup, il avait plus les moyens de renflouer l'écurie, ce qu'il faisait du coup depuis des années. Donc on a beau critiquer Vijay Mallya pour la situation où elle est maintenant, mais il faut pas oublier que si Force India est là où elle est maintenant, c'est grâce à lui qui depuis 10 ans soutient l'écurie financièrement, l'a menée là où elle est, parce que mine de rien, elle est les 2 dernières années, elle a fini 4e
4e au classement constructeur, ce qui est pas une mince affaire, force vu les forces en présence. Donc à un moment donné, on va dire que c'est ces problèmes en Inde. Alors est-ce qu'il est responsable ou pas, ça je veux pas, c'est pas la question et la justice là-bas tranchera. Mais à un moment donné, on peut pas lui reprocher on peut, en tout cas, on sent quand même que c'est un passionné qui a fait vivre son écurie pendant 10 ans sur un projet sérieux, quoi. Sur ce côté-là, je suis quand même moins sûr parce que je pense surtout que c'est quelqu'un aujourd'hui qui dont le seul actif sans doute restant c'est l'écurie et qui cherche justement à se renflouer par le biais de l'écurie en faisant une belle mariée. On parle beaucoup du résultat des 2 quatrièmes places consécutives. Nous, on lui a donné un SAV d'or d'honneur l'année dernière à cette écurie. Je me rappelle moi à ce moment-là avoir utilisé l'argument que il fallait pas leur donner parce que c'était une écurie qui ne payait pas ses mécaniciens. Et il nous reste 30 minutes. La problématique c'est ça, c'est-à-dire que c'est une écurie aujourd'hui c'est une écurie qui est la 4e force du plateau et c'est pas n'importe quoi que cette écurie qui est 4e force du plateau se casse la gueule, c'est un signal d'alerte. Faut pas non plus oublier que ce signal d'alerte c'est aussi qu'on a une écurie qui a vécu largement au-dessus de ses moyens, qui s'est construit aujourd'hui sa 4e place et son palmarès des dernières années en dépensant alors qu'elle n'avait pas les moyens de dépenser, et que ça c'est une gestion qu'on ne peut pas encourager. Et la problématique c'est une gestion qui a été encouragé par bon nombre de personnes, par l'écurie elle-même, par les pilotes, par les partenaires, à commencer par BWT, par Mercedes, et par nous-mêmes en tant que fans. On s'est tous félicités de dire c'est merveilleux ce qu'ils font avec peu de moyens. La réalité, c'est qu'ils auraient dû faire moins bien parce qu'en fait, ils ont fait avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Dino. On a souvent, alors c'est peut-être pas le cas l'an dernier, mais on a souvent félicité le fait que Force India faisait des beaux résultats avec très peu de moyens, et on a aussi souvent rappelé que il sortait une voiture un peu bancale en début d'année et qu'il lui mettait une grosse évo au milieu de l'année quand ils avaient récupéré l'argent de la FIA, etc. Donc, enfin. Moi, c'est ce qui me fait dire que je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, j'ai pas le sentiment que cette écurie-là, alors peut-être que ça a changé cette année et voire l'année dernière aussi, parce qu'ils se sont peut-être un peu grisés de leur succès. Mais auparavant, moi, j'ai pas le sentiment qu'ils aient vécu au-dessus de leurs moyens. Ils avaient une gestion qui était très différente des autres équipes. Non, mais c'est la problématique, c'est que pendant plusieurs saisons, ils ont vécu grâce au fait qu'ils avaient des avances. On leur accordait des avances sur le fait que ils pouvaient percevoir avant les futurs droits, avant les autres équipes, et que l'année dernière, Williams, si ma mémoire est bonne, a dit non, c'est fini, et que c'est à partir de ce moment-là que ça a déconné. Donc c'est tout simplement parce qu'on a laissé cette équipe avoir un fonctionnement qui n'était pas sain, puisque c'était pas le même fonctionnement des autres équipes, à savoir on demande des avances et on construit notre projet d'équipe en fonctionnant sur des avances de nos droits liés à la F1. C'est pas un fonctionnement normal, je suis désolé. Ouais, mais tu peux pas. Alors, par contre, on peut pas. Dans la discussion, on peut pas non plus. Ça me paraît important. On peut pas non plus occulter le problème de répartition des droits qui est complètement foireux et qui du coup empêche des écuries comme ça de progresser. On est d'accord. Oui, mais c'est-à-dire que il faut. Je suis d'accord que l'écurie aurait dû fonctionner en fonction de ce paramètre-là qu'elle connaissait d'avance. Mais de notre côté, il faut aussi pointer du doigt que si les écuries sont obligées de s'endetter et dépenser plus que les petits budgets qu'elles ont pour progresser dans la hiérarchie. Force India le prouve. Elle a été obligée de dépenser plus que ce qu'elle avait pour arriver à avoir ses 4e places au championnat du monde. Et que du coup, il faut que des leçons en soient tenues dans le cadre des discussions des accords Concorde. Mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste que les premières réactions qu'il y a eu, c'était pour critiquer le système. Sauf qu'avant de critiquer le système, il faut critiquer les dirigeants, et y compris Vijay Mallya, qui certes a fait vivre cette écurie, mais qui depuis au moins 3 ans, depuis qu'il a ses problèmes judiciaires, tient cette écurie en otage, et dont on a la manifestation aujourd'hui, puisqu'il tient son écurie en otage au point de refuser des offres qui pourraient améliorer l'assise financière de son écurie. Donc, je pense que c'est une écurie aujourd'hui, mais comme dans toutes les histoires de banqueroute d'écurie, c'est une écurie qui malheureusement aujourd'hui est la principale victime de son patron et des errements de gestion de son patron, des errements qu'on a laissé faire.
de manière générale. Je nous mets dans la boucle parce qu'il faut qu'on arrête aussi à un moment donné de faire les innocents. Cette situation de Force India, on la connaît depuis très longtemps. Maintenant, on peut pas faire grand chose. Par contre, dans la Formule 1, faut clairement que les gens de la Formule 1 fassent leur autocritique en disant, est-ce qu'aujourd'hui on doit laisser des gens comme ça au pouvoir dans des écuries? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir au système, évidemment sur la répartition des coûts et des récompenses, mais aussi sur la manière de gérer les choses? Est-ce qu'il ne faut pas fixer des règles claires, parce qu'on est quand même sur un business et un modèle de business qui est quand même, enfin, c'est pas là-dedans qu'on fait, c'est pas en faisant de la Formule 1 qu'on devient riche, quoi. C'est généralement l'inverse. On devient riche et on s'appauvrit en faisant de la Formule 1. Ouais, Comment devenir millionnaire en F1 en commençant milliardaire? Oui, voilà. Lors des sketchs approuve ce discours. Ou en étant pilote, quoi, à la limite. Mais Alonso. Il se rappelle qu'il y a un truc qui a changé, c'est que le gouvernement anglais, ils ont autorisé l'extradition de Vijay Mallya et que, alors ça doit pas être encore fait, mais ça va pas tarder, je crois. Et que c'est ça aussi qui change, c'est-à-dire que avant Vijay Mallya, bon, il pouvait aller que à Silverstone, il avait pas le droit de sortir, il avait plus de passeport, donc il pouvait pas sortir des UK, mais maintenant, il va se faire dégager, il va se faire dégager en Inde où c'est fait. Il me semble que c'est pas encore fait. C'est ça qui change aussi. Enfin, c'est-à-dire que le mec, il a plus du tout la main sur le truc non plus. Donc, tu sais pas s'il y a des gens compétents. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus que les mecs ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais à un moment donné, ils ont peut-être pas non plus le carnet d'adresse de Vijay Mallya. Enfin, pour moi, je suis pas vraiment d'accord sur le mode de gestion. Qu'on l'incrimine comme ça, moi je vois pas trop le problème. Enfin, je vois pas en quoi ça fait courir l'entreprise à sa perte à partir du moment où il dépense pas plus que ceux à quoi ils ont droit. 159 millions de dettes. Oui, mais pour moi c'est pas lié. Quand t'as des dettes, mathématiquement, ça veut dire que tu dépenses plus que ce que tu reçois. Je sais. Ou alors on n'a pas les mêmes bases de l'économie, mais. Sauf que tu peux pas affirmer que ça vient du fait que c'est parce qu'ils ont pas eu leur droit l'an dernier en avance. Ah, c'est pas ce que j'affirme. J'affirme simplement, Scani, que quand t'as des dettes, n'importe qui a des dettes. À un moment donné, c'est une problématique de gestion. Quand on arrive à être en administration, tu peux avoir des dettes si c'est de l'investissement, etc. Moi, j'ai un découvert autorisé, ça m'arrive de l'utiliser parce que je sais que je pourrais le rembourser sur certaines échéances. Mais quand à un moment donné, tu es placé en administration judiciaire, c'est je suis désolé, mais tu n'as pas bien géré ta dette. Et là, pour le coup, il y a une dette qui est quand même de 159 millions pour Vijay Mallya. Alors, si c'est de la bonne gestion, faut qu'on m'explique de comment c'est. Voilà. À un moment donné, quand tu es face à des problèmes judiciaires, faut aussi peut-être savoir passer la main, ce que Vijay Mallya n'a pas su faire. Mon point, c'est pas sûr. Il a bien géré. Mon point, c'est sur dire qu'il s'était mis dans un mode de gestion avec en percevant en avance leurs droits. Et quand tu dis que toi, ça c'est pas normal, c'est pas bien, c'est ça qui crée la situation. Moi, c'est là où je suis pas d'accord en fait. C'est juste ça. Bah, c'est pas normal. C'est pas normal par rapport au mode de fonctionnement de la Formule 1 où les droits sont versés en fin de saison, en début de saison suivante, et où là, eux, ils demandaient des avances avec l'autorisation des autres équipes. C'est pas quelque chose de forcément immonde dans la gestion des entreprises. Non, mais ça, je suis d'accord. Sauf que le problème, c'est que c'est vivre sur un mode de fonctionnement qui fait que le jour où tu as une écurie qui s'y oppose, ce qui est arrivé l'année dernière, où de mémoire Williams a dit maintenant c'est fini, ils seront payés comme les autres. À partir de là, ça te fout dans la merde. Donc en fait, c'était déjà vivre dans une situation d'urgence où effectivement chaque année, Force India a pu profiter de la manne financière qui arrivait en début de saison pour faire une bonne voiture, pour apporter les évolutions nécessaires, et après ils se laissaient filer sur la fin de saison. Et ça a fonctionné comme ça chaque année. Aujourd'hui, on voit que dès qu'il y en a un qui s'y oppose, et quand tu te rends dépendant à la décision d'autres équipes, moi j'appelle pas ça de la bonne gestion. Après, effectivement, il y a tout un tas de débats généraux. Je suis d'accord. Parce que oui, clairement, là, c'est Williams qui a dit non. Bon, comme d'habitude, c'est Williams qui dit non, mais c'est pas surprenant aussi. C'est leur concurrent principal au championnat. Ils ont activé. Ça reste. On peut juger ça mesquin, mais c'est aussi le jeu, ma pauvre dame. Voilà. Donc Williams, on peut pas les blâmer d'avoir dit non et d'avoir joué sur ça. La preuve. Eux aussi crèvent la dalle, quoi. Oui. Ouais. Alors que eux, en plus, ils ont des bonus et tout, donc. Oui. Bon, la différence, c'est que apparemment Williams, ils ont le même budget, mais ils font pas mieux.
Salut non, mais tu vois, Williams. non mais c'est ça aussi la comparaison, c'est que d'un côté t'as Williams qui certes est à la rue, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont à la rue parce qu'ils gèrent, ils font avec ce qu'ils peuvent faire. Là où je pense le problème c'est ça. Mais en plus ils sont cotés en bourse au-dessus de leurs moyens. Ouais, mais Ils ils ont sont- d'autres activités aussi. Ouais. Ouais, mais je sais pas si si ça représente. Je sais pas si les activités annexes de Williams sont, par exemple, aussi importantes que chez McLaren. Chez McLaren, clairement, je parle même pas de la branche voiture de route, mais puisque McLaren développe, McLaren Technologies fait beaucoup de trucs qui sont des pièces, notamment, par exemple, le boîtier électronique en F1, c'est McLaren qui le produit, qui a eu l'appel d'offres et qui le produit. Donc c'est mine de rien, c'est des trucs qu'ils vendent et ça c'est pas à perte. Donc après, je sais pas si le département de technologie de Williams rapporte autant que ça. Mais c'est toute la problématique sur les budgets, c'est que tu mets sur un pied d'égalité des équipes qui sont adossées à un constructeur, donc entre guillemets ont des ressources, ont de la trésorerie et vont pouvoir développer. Ils peuvent se permettre d'être entre guillemets une branche déficitaire du groupe. Dans le cas de Force India, de Williams, de Sauber, ils peuvent pas être une branche déficitaire du groupe parce que c'est le groupe tout seul. Sinon, en parlant de Williams, on est obligé de parler de Stroll. Ouais, oui. Oui. Alors justement, j'allais y venir. C'est ça la pour vous, quel avenir? Quel avenir pour cette écurie parce que quand même, enfin, à Force India, on a effectivement démarré la semaine en pensant que Stroll allait réinvestir. Bon, visiblement, on nous parle d'autres potentiels investisseurs. On ne sait pas où se situe Stroll. Est-ce qu'il serait dans un rachat ou pas du tout? Est-ce que ça l'exclut aujourd'hui? Pour vous, quel est l'avenir aujourd'hui de Force India à brève échéance? Alors, clairement, pour moi, l'histoire de Force India en tant que telle, elle se termine en fin de saison, quoi qu'il arrive. Enfin, si ça va bien en fin de saison. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Attention. Si ça va bien en fin de saison. Après, l'avenir au-delà, tu veux savoir l'avenir au-delà de Force India pour 2019? Oui, bah oui. Donc, on vous parlait du fait que la mariée était belle en 2018. Je pense que s'ils continuent en 2019, même avec un rachat, ça sera une nouvelle équipe et qu'ils vont repartir du fin fond de tableau. Hein. Ça va, y a pas photo. Hein. Quelle que soit parce que on prend par exemple la voiture. Ils ont déjà du mal à faire la saison 2018. Il est évident que le développement de la voiture 2019, là en ce moment, il est inexistant. Où il est hyper ralenti. Donc, vous pouvez déjà parier que la, entre guillemets, Force India 2019, je mets entre guillemets sous-entendu qu'elle aura sans doute pas ce nom-là, je pense pas en tout cas, ça sera juste la voiture 2018 avec des ailerons modifiés. Déjà, y a pas photo. Ocon, c'est quasiment acquis qu'il sera plus dans l'équipe. Perez, c'est pas certain qu'il soit dans l'équipe l'an prochain, vu ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y sera pour le coup. Ça, y a peut-être un doute. Ça, je suis d'accord, il y a peut-être un doute. Et sans parler, bien évidemment, des autres membres de l'équipe, les Ferdley, les Safnauer et tous ceux qu'on ne connaît pas, parce que qui dit repreneur peut dire plein de choses et plein de modifications. Donc, l'avenir de Force India, entre guillemets, je dirais qu'il y en a pas, parce que en fait, c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire. Bouchard, Stanley. Moi, je pense que la meilleure des choses qui puisse se passer, c'est que Lawrence Stroll, il reprenne le... Oh, quel accent. Oui, parce que j'étais en train de lire sa page Wikipédia en anglais, parce que je voulais voir sa puissance. C'est pour ça. Donc, Laurence Stroll, n'est-ce pas Quel accent. Ouais, voilà. Je pense que la meilleure des choses, ça serait qu'il la reprenne. Pour moi, je me rappelais qu'il était un peu dans les marques de luxe. En fait, c'est qu'il importe au Canada les marques, des marques là-dedans genre Tommy Hilfiger, ouais. etc. Alors, c'est pas du luxe, mais on va dire que c'est du haut de gamme. C'est pas du luxe. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait un réseau qui soit cohérent avec ça. Bon, il y a son fils évidemment, qui est pas tant un manche que ça. Il possède pas tout On enregistre. Le parti de Préma, je crois. Ah.
Non, parce que il commence à en avoir pas mal. Hein. Il a parti de Williams, il a parti de Préma. Et moi, je pense que ça serait pas mal parce que je vois une certaine logique entre la manière dont il a construit sa fortune et potentiellement des débouchés de sponsoring avec son réseau, etc. Je pense que ça peut être quelque chose qui puisse marcher. Maintenant, le mec, c'est pour moi, ça marche pas chez Williams. C'est un gestionnaire. Oui, mais il a pas les mains. Il a pas la main. C'est toujours Claire Williams. Oui, non, mais oui. Donc, et quand Claire Williams est dessus, voilà. Après, très sincèrement, je pense que Claire Williams, elle s'est embarquée dans un truc où ils se bloquent tous les deux. C'est-à-dire que Stroll peut pas faire ce qu'il veut et Claire Williams peut pas faire ce qu'il veut, et c'est pour ça que ça marche pas. Je pense que Claire Williams n'est pas une si mauvaise manageuse que ça. Mais là, je pense que si Stroll peut avoir les mains libres, alors ce sera pas lui, parce que je pense qu'il a autre chose à foutre, mais qu'il mette un gestionnaire de confiance entre guillemets, un contrôleur de gestion ou quelque chose comme ça. Moi, je pense vraiment que ça puisse fonctionner. Et puis Stroll a a priori, il doit avoir des liens avec Ferrari, donc. Moi, je suis pas sûr que les liens soient encore bien actifs. Bah, je sais pas. Parce que Lance Stroll a quand même été pas mal couvé par Ferrari quand il était ado et même gamin. C'est un nom qu'on connaît en Formule 1 depuis très longtemps. Mais les liens, ils se sont vite coupés, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, il a vu les limites. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils seraient associés avec Ferrari. Bah justement, en fait, moi je pense qu'il était lié avec Ferrari quand ça coûtait pas cher à Ferrari et que ça permettait de vendre plein de voitures à papa, qui est un collectionneur connu. Maintenant que, tu vois, après si ça redevient une relation de business, peut-être que ça peut être il peut y avoir un intérêt pour Ferrari. Là, c'est une pure supposition, on est d'accord. Alors moi sur la vie, c'est que pour moi Lawrence Stroll serait quand même peut-être la meilleure chose, c'est que déjà il a une solide capacité financière, c'est un mec c'est un self-made man qui s'est construit, qui sait gérer des business, mais surtout c'est que s'il vient, il est pas là pour chercher à faire du pognon, il est là pour l'aspect sportif et pour aider son fils, ce qui est une variable, c'est-à-dire qu'il est prêt, je pense, à ce que ça lui coûte quelques millions par an. Et que ce soit pas forcément un truc qui cherche à être rentable, c'est certainement montrer une bonne écurie. Là-dessus, Force India ont des bases extrêmement solides avec des gens très compétents, comme Enstone, on parle beaucoup d'Enstone en F1 parce que c'est une entité qui est historiquement, quel que soit à qui ça appartient, a donné quand même de bons résultats avec un vrai savoir-faire. Je pense que Force India a cette capacité-là. Avec un Lawrence Stroll qui, je pense, bon gestionnaire, comme il dit, mettre quelqu'un de confiance à la tête, etc., qui, une fois qu'il a les mains libres, qui est pas enfermé dans le carcan de Williams, avec son historique, ça, je pense, les problèmes qu'il peut y avoir de conflits en interne, de gestion, etc., de pouvoir, voilà, mais c'est surtout à court terme, c'est donc déjà passer le week-end parce que bon, ils sont sous administration, mais ce qui est bien, c'est que ça tombe, et je pense que c'est pas anecdotique que la mise sous administration a été demandée soit faite maintenant. C'est qu'il y a les 3 semaines de la trêve. France, ça aurait été chaud. Ça a été beaucoup plus compliqué. L'avantage, c'est que là, ils ont 3 semaines de période calme, les usines doivent fermer 15 jours, etc., pour que l'administration se fasse, pour qu'ils puissent, pour moi, ce qui est impératif, c'est qu'il faut que soit durant la pause, soit en arrivant à Spa, ils annoncent on a été racheté par telle personne. Pourquoi? Pour 2019, parce que je suis moins pessimiste que vous sur 2019, c'est s'il y a un repreneur tout de suite, c'est peut-être un peu tard, mais ça laisse quand même la capacité de développer, de quand même développer de la voiture pour l'année prochaine. S'il y a tout de suite de l'argent qui est injecté. Mine de rien, ça va être 1 ou 2 mois de retard, mais c'est pas impossible de faire une base solide pour 2019. Et pas de faire, comme disait Shinji, en caricature, une voiture 2018 avec des nouveaux ailerons. Alors, c'est même pas de la caricature, hein. Oui, après, on l'a déjà vu. Oui, techniquement, il y avait que l'aileron avant qui changeait. J'ai quand même deux inquiétudes sur le scénario Stroll, c'est que c'est déshabiller Paul pour habiller Jean, et du coup ça pose la question de Williams. Par contre, et la deuxième question, bien pour Williams. La deuxième question, c'est ce que tu as évoqué, c'est que c'est mine de rien, ce serait faire l'écurie pour son fils, et ça veut dire que quid de l'avenir. Alors ça offre une certaine sécurité, on va dire, sur les 10 prochaines années, puisqu'on peut penser que Stroll sera dans son écurie pendant longtemps, mais quid de après? Est-ce que
est-ce que ça marchera toujours une fois que le fils aura fini sa carrière ou voudra faire autre chose? Bon, il est jeune, ça nous donne suffisamment de marge pour pouvoir voir un avenir serein à Force India. Je prends un exemple, excuse-moi Dino, de toute façon on est clairement parti pour que cette émission dure absolument pas 40 minutes, donc je vais pas me faire chier. De toute façon on va être obligé parce que le jingle est parti. Bah tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. On a quand même un exemple, alors d'une certaine mesure un tout petit peu différent, mais avec Marcus Ericsson chez Sauber qui avait été racheté par des investisseurs très proches de lui, parce que c'était sa belle famille. Et à ma connaissance, ils sont toujours au capital, puisque Alpha est venu en tant que sponsor et n'a pas du tout racheté de capital de l'entreprise. Arrêtez-moi si je dis de la merde, hein, mais tout à fait, t'as tout à fait raison. Et ça n'empêche absolument pas l'éclosion d'un talent à côté d'Ericsson. Bon, le siège d'Ericsson, je pense pas qu'il soit remis en cause pour l'an prochain, surtout si Leclerc se casse. Mais voilà, ça. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'un investisseur vient pour protéger un pilote que forcément ça va être négatif pour l'équipe. On a quand même un exemple là où ça se passe plutôt bien. C'est pas ce que je dis. Hein. Non, je sais bien que c'est pas ce que tu dis. Je pense que c'est une petite musique qui tourne un peu dans la tête de pas mal de gens. Mais pour rectification, s'il y a Alpha apparemment ou via de façon indirecte a repris pas tout, mais racheté une partie des actions alors c'est Longbow Finance, le protecteur d'Ericsson. Ouais, ils ont racheté quand même une partie. Tout ou partie, je sais plus exactement, j'avais regardé, mais l'actionnariat, avec l'arrivée d'Alpha, l'actionnariat a quand même été modifié de Sauber, ça c'est sûr. Puisque même, si je dis pas de bêtises, Vasseur fait partie du conseil d'administration de Sauber. Ouais, mais il peut en faire partie en tant que directeur. C'est un déteneur d'action, on est d'accord. Mais voilà, il est plus que simple team manager, il est aussi fait partie du conseil d'administration. Ce qui est pas c'est pour ça que ça marche pour Vasseur et que ça ne marchait pas chez Renault. Voilà. Voilà. Parce qu'il a les coudes un peu plus franches, il a pas Cyril Abitboul. Ouais, exactement. Et voilà. Et bizarrement, Alpha progresse. Ouais, oui, Sauber progresse. Moi, je verrais ça sincèrement d'un bon oeil, le fait que Stroll arrive. Et je pense sincèrement pas qu'il arriverait en mode bourse déliée, tout pour mon fiston. Non. Effectivement, ça sera pour son fils. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que ça reste un mec relativement avisé. Donc, moi, j'aimerais bien. Puis, après, ce qui est important pour moi, c'est qu'on sauve cette putain de livrée rose. Voilà, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais apparemment, c'est BWT, mais je ne sais jamais de l'ordre des lettres, mais c'est BWT. Apparemment, ce que j'ai lu dans un article, c'est qu'en fait, ils sont surtout liés à Mercedes. Oui, ils sponsorisent. Avant d'être liés avec. Ils sponsorisent en DTM. Donc c'est pas, ils sont apparemment sponsors de chez Force India par le biais en fait d'être liés à Mercedes. Donc si Mercedes reste, il n'y a pas de raison que BWT parte. Surtout qu'en plus, comme tu dis, la livrée rose en fait une livrée unique au sein de la F1. On les remarque bien. Voilà, il n'y a pas. On a bien vu leur sponsor l'année dernière dans les différentes vidéos de Perez Ocon, mais ça, on peut pas le dire, ils ont fait beaucoup de pubs. Ah oui. Non, et puis surtout, j'aimerais aussi que du coup Perez reste, si peut-être que être associé pas forcément dans la reprise même de l'écurie, mais dans le projet de sportif avec les soutiens financiers qu'il apporte, ça, il faut pas non plus le négliger. Ce serait con que du coup il perde son baquet à cause de cette histoire. Alors justement, j'ai pas compris. Perez. Pardon ? Non, mais pour moi, Perez va le garder. Et justement, il fait tout pour sauver l'équipe. Donc, il va la garder. Donc, oui, c'est surtout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, là, du coup, c'est lui qui a déclenché le truc avec le soutien de Mercedes et WT. Mais apparemment, il y a quand même une vraie volonté de justement juger que les propriétaires actuels de Force India ne font pas du bon boulot et comme il dit, il se défend apparemment à juste titre en disant, au contraire, je fais tout pour sauver l'écurie et à lui donner un avenir, quoi. Apparemment, c'est mal parti, peut-être parce qu'il y en a qui en demandent trop de l'écurie. Voilà. C'est surtout, moi j'ai vu un truc comme quoi quelqu'un avait fait une offre pour leur acheter un peu moins de 40 millions de dollars. Ça me paraissait vraiment pas cher, quoi. Non, c'est pas pour acheter. Oui,
C'est pour tu parles de qui? Tu parles du pilote ou De de Rich l'écurie? Energy. Non, de Rich Energy, ouais, voilà, c'est ça. C'était du Oui, mais ça c'est sponsoring. du sponsoring en fait. Ouais, mais il voulait. À une époque, il voulait racheter, mais là il proposait du sponsoring. D'accord. Après, pour je pense donner un petit peu d'air à l'équipe aujourd'hui, Ouais. et peut-être après, et je pense que c'est pour ça que Vijay Mallya ou en tout cas que ça a bloqué. Moi, c'est le rôle de Mercedes aussi. Je trouve un peu de trouble dans cette histoire parce que on se rappelle quand même que initialement, avant que ce soit le projet aujourd'hui d'avoir Williams en écurie B, en As de chez Mercedes, le projet initial c'était quand même de faire ça avec Force India. Et moi, je m'interroge quand même un petit peu sur l'implication de Mercedes autour de ça, qui jusqu'à présent a laissé filer un peu la dette, puisque quand même 10 millions de dettes c'est quand même pas rien, même si les dépenses qui sont liées à ces 10 millions sont assez conséquentes. Mais je m'interroge quand même sur le timing. Est-ce que justement la signature de contrat, notamment Rich Energy, qui pourrait être du sponsoring, qui pourrait ouvrir la voie ensuite à un rachat ou à une entrée de capital de Rich Energy, est-ce que c'est pas non plus une situation pour bloquer un peu les choses et peut-être prendre, je dirais pas le contrôle de l'équipe, mais contrôler la situation et garder un partenaire? Ouais, alors moi je me pose des questions parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Quand on voit leur réaction suite à l'intervention suite à la procédure de Perez qui du coup bloque leur truc. Et leur réaction apparemment sur Twitter, je me pose la question de savoir si c'était vraiment si on n'était pas en train de en fait nous dire que c'était du rêve, alors qu'en fait c'était une magouille ou un truc comme ça. Pour que ça me paraît surprenant que Perez en fait dans sa procédure bloque le truc qui a été fait par cette marque là. C'est ça moi ça me choque. Si vraiment la procédure qu'ils avaient entamée devait permettre d'amener 40 millions, pourquoi Perez et ce groupe-là auraient bloqué ce truc? Moi, je me demande si en fait ils n'ont pas évité une situation pire. Faut se poser la question. Ça fait plusieurs fois que ça bloque avec Rich Energy. Les rumeurs de rachat, il y a d'avant le début de saison. Je sais pas, il y a peut-être aussi une méfiance un peu vis-à-vis de ce prestataire, de ce possible sponsor. Alors, moi, je connais même pas d'ailleurs. J'ai une énorme supposition. J'avais vu des articles côté anglais, mais j'ai jamais réussi à trouver des sources d'une fiabilité plus haute que ce que je n'avais lu, qui expliquait que Vijay Mallya il blanchissait un peu de l'argent avec Force India. Donc je sais pas si ça c'est clairement de la rumeur, c'est du délire journalistique ou pas, mais peut-être qu'il y a aussi un intérêt à ce que les comptes retombent dans de bonnes mains pour protéger un peu l'Indien, quoi. Oui. Voilà, peut-être qu'il y a ça aussi, quoi. Le protéger ou le mettre en cause. Selon ce qu'on veut faire. Selon ce qu'on veut faire. Effectivement. Bon messieurs, en tout cas, on rappelle que Force India, jusqu'à preuve du contraire, participe en tout cas minimum au Grand Prix de Hongrie. Attention danger au Grand Prix de Belgique, parce que je crois que c'est Févro qui l'a rappelé. Oui. En Belgique, les huissiers peuvent venir dans les garages. Tout à fait. Oui. Ouais, mais c'est surtout croisant les doigts parce que je veux dire, on est tous au SAV, on est quand même on est un petit fail pour cette écurie Force India quand même qui nous a fait plaisir pendant des années. Non. Espérons que qui est l'artisan qui réussit, donc on le regarde forcément d'un œil avec un peu de tendresse, quoi. Donc on souhaite surtout que pour moi en tout cas ce que je souhaite c'est que la situation soit résolue dans les semaines qui arrivent et notamment avant la Belgique pour éviter des problèmes. Voilà, c'est tout tout le mal qu'on leur souhaite. Et il faut aussi souhaiter que les remarques qui ont eu lieu, même si c'est pas les premières remarques que je voulais faire, mais que les remarques qui ont eu lieu sur le modèle économique de la F1 soient quand même prises en compte pour de bon, parce qu'à chaque fois ces discours on a eu après Marussia, on a eu après Caterham, il faut réduire les coûts, après HRT, après toutes les équipes qui ont disparu, on l'a dit. Il y a forcément plus d'attentes parce qu'on parle de Force India, que c'est une écurie, quand on parle de Force India, c'est aussi une écurie historique. Derrière Force India, il y a Jordan, il y a aussi pas mal c'est une vieille écurie, Force India. Donc voilà, ça serait le départ d'une écurie historique du championnat. En plus, une écurie qui a effectivement une bonne cote d'amour. Maintenant, il faut vraiment que ça impulse véritablement des choses. Alors il y a des choses qui bougent, il y a des jeux politiques, notamment entre Ferrari et Mercedes sur le budget capé, etc. Il y a des lignes qui bougent, mais il faut vraiment
vraiment qu'il y ait une réflexion globale sur le modèle économique de la F1, voilà, pour éviter ce genre de situation et la mise en danger de structures. Et au-delà de ça, d'hommes, faut pas oublier que derrière les salariés qui ne sont pas payés, il y a des familles, il y a des gens qui vivent des situations de précarité et que c'est pas normal qu'on subisse ces situations-là par passion. Parce qu'avant tout, ça reste aussi des passionnés. Nous allons donc passer à ce Grand Prix de Hongrie, puisqu'on n'est pas en Inde. 40 minutes, c'est complètement pété. Hein. Yes! J'ai arrêté le jingle, je le relancerai à un moment donné. T'as bien fait. Bon, sur les faits marquants, mais sur les faits marquants des essais libres, est-ce que vous avez des choses qui vous ont sauté aux yeux sur les essais libres? Bon, à part Ericsson qui est souvent sorti de piste, enfin souvent, 2-3 fois, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Ouais, moi aussi, je suis déçu que ça n'ait voiture. pas été un petit peu plus décousu par des drapeaux rouges ou des mecs qui se font baiser avec des drapeaux jaunes voire même des VSC à la limite. Enfin, quoi que je crois qu'ils ont dit que les VSC ils n'utiliseraient plus en qualif. Mais moi, j'étais un peu déçu par ça. Finalement, ça s'est bien passé en fait. Alors tu me diras, on n'est jamais Tu content. parles des qualifs là. Eh Là, ben. tu parles des qualifs. Ah, faut D'abord les essais libres. Ah ouais. C'est le truc chiant qu'avant les qualifs, Ricciardo est débarrassé. Et il a raison. Enfin, sur ce Je point-là, sais il a pas. raison. Non, donc on rappelle juste que c'est lors de la première séance, c'est notre ami Ricciardo qui avait réalisé le meilleur temps devant de mémoire Sébastien Vettel. C'était assez serré entre les Ferrari et les Red Bull, mais il y avait par contre un assez gros gap avec les Mercedes qui avaient l'air en difficulté. Les Red Bull ont bien tourné vendredi. Oui, vendredi. Difficultés de Mercedes qui se sont confirmées lors des essais libres 2, avec visiblement des problèmes de surchauffe, à la fois de gomme et de la voiture, je crois. Voilà, cette fois-ci en essai libre 2, c'était Sébastien Vettel qui était devant Max Verstappen pour moins d'1 centième, Ricciardo et Raikkonen. En essai libre 3, je sais même plus ce qui s'est passé en essai libre 3. Alors déjà, il ne pleuvait pas. Ah oui, voilà, donc j'avais complètement oublié les essais libres 3. J'ai eu un doute. Voilà. Ah mais j'ai fait autre chose en même temps, c'est pour ça. C'était à nouveau Sébastien Vettel qui était en tête, avec cette fois-ci effectivement un petit changement de rapport de force entre Mercedes et Red Bull, et Mercedes étant revenu en force en tête du classement, alors que les Red Bull elles sont sérieusement rentrées dans le rang. Très concrètement, quand on regarde les temps, il y a vraiment eu un swap de position entre Mercedes et Red Bull, hein, puisque alors à part Hamilton qui était toujours en difficulté, qui a toujours rencontré des problèmes, moi il y a un truc qui m'a marqué pendant ces essais libres 3, enfin pendant tous ces essais libres, c'est le nouveau tracé. Le tracé. Au virage 5. Nouveau tracé. Parce qu'au virage 5, il y a plus de limite de la piste. Enfin, Ah oui. les mecs, ils passent à 2 km à l'extérieur du vibreur. Voilà, c'est pas grave. Mais ils gagnent pas d'avantage, on te l'a dit. Oui, bah oui. Tu n'as pas encore compris toutes les subtilités des règles de la FIA et comment les juger. Oui. Mais nous en reparlerons. Rien qui puisse réveiller un commissaire de F1. Oui. Il faudrait informatiser tout ça. Bref. Ouais. Avec des Mais moi j'ai une théorie générale. Hein. Je pense que les sièges dans le centre de commandement des commissaires ont dû être changés, et ce qui fait qu'ils doivent s'assoupir beaucoup plus souvent qu'avant, les commissaires. Parce qu'il y a une espèce de régularité chez les commissaires ces derniers temps de ne pas voir les choses. Donc je pense qu'ils dorment à ce moment-là. Même le règlement, il le voit pas, c'est dingue. Un règlement? Quel règlement? Alors, cela nous embarque, messieurs, vers la qualification de ce Grand Prix de Hongrie. Qualification qui s'annonçait d'ores et déjà prometteuse, hein, puisque depuis le début de semaine, on nous annonçait des orages. La chaleur de la Hongrie, l'été, voilà. L'été de Budapest, traditionnel. Les peaux moites. Pardon. Et cette fois-ci, l'eau n'était pas dans le parc aquatique qui est situé à proximité du circuit, mais directement à côté, sur la piste.
Avec, comme le dirait notre ami Julien Febro, des coups de foutre tout autour oui, du j'ai pas cercle. rêvé. Non mais j'ai pas rêvé. Non mais parce que j'ai entendu ça, j'étais là, attends, il y a vraiment, non, ça doit être moi. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et, Non, mais et après quand t'as vu ça, j'étais là, ah ouais. il a publié un tweet après les qualifs en disant ah cette qualif quelle jouissance. Et moi je suis sûr en fait qu'il a repensé à son lapsus. Donc ça m'a vraiment conforté dans le fait qu'il avait dit des coups de foutre. Voilà. Mais comme l'a dit Scani, en effet, ça tient du miracle. Pas tant de drapeaux jaunes que ça et pas de drapeau rouge pendant 1 heure. C'était beau. Non mais ce qui tient déjà du miracle, c'est qu'on a fait cette qualification. Oui, oui. C'est déjà le gros miracle. Non, mais c'est pour dire à quel point ils dormaient, en fait, ils ont même pas sorti le drapeau rouge. Oui. C'est, même ça, ils le voient plus maintenant. Oui. Non, mais c'est ça qui, non, mais dans ce cas, Donc. Oui, non mais. Non mais ça c'est n'importe quoi, putain. Non. Ah, la blague. Non, Shinji, je dois te rappeler, la FIA, parce qu'il faut quand même être honnête avec la FIA a dit, on vous laisse le DRS, mais utilisez-le avec sécurité. Ouais. C'était ça le plus important. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, j'adore quand mais quand même, la piste, vous trouvez pas qu'elle est un peu humide quand même, la piste? Mais il y a que 5 mm d'eau. Il faut rappeler que le DRS n'est plus lié, il était lié au début aux conditions de piste, maintenant il est plus lié, c'est-à-dire qu'on peut garder le DRS sous la pluie. Mais c'est pas mal du coup. Oui. C'est intéressant. Ça avait été fait, je crois, à l'occasion d'un Grand Prix de Grande-Bretagne ou un truc dans le genre où ils étaient revenus sur la règle. Ah bah ils aiment bien revenir sur les règles en plein milieu d'une séance. Alors, en Q1, en Q1, qui a fait le meilleur temps c'est Sébastien Vettel en 1:16.666. Voilà. Les éliminés furent Sergei Sirotkin qui partira donc 20e, Sergio Pérez qui partira 19e, Esteban Ocon qui sera 18e, Charles Leclerc 17e et Stoffel Van Dorn 16e. Un petit mot messieurs sur cette Q1, cette Q1. Ça devient gênant, hein, Van Dorn quand même. Oui. Ça fait plusieurs semaines, je crois, qu'on se dit toujours la même chose. Oui, c'est gênant. Oui, parce que voilà, mais en fait, il faut rappeler que quand même quand Van Dorn finit 16, Alonso est 9e avec un écart de 5 dixièmes. Une demi-seconde. Ouais, une demi-seconde. Alors c'est marrant parce que les Force India, on a envie de dire c'est symbolique, alors que si ça se trouve ça n'a rien à voir avec leur situation financière, vu les circonstances. Mais oui, mais t'as du mal à pas mettre les deux informations au regard l'une de l'autre. C'est. Oui. Mais même il y a Esteban Ocon qui explique qu'il a rencontré des problèmes de frein. Et apparemment, il a fait le tour sans frein avant. Oui, et en fait la manière dont il le dit, enfin il a une remarque à un moment donné, genre c'est comme si c'était pas étonnant. Et donc en fait on a un peu le sentiment que le pilote dans sa tête se dit bah oui vu les problèmes qu'elle rencontre en ce moment l'équipe, on a peut-être pas les meilleurs freins ou voilà Voilà, donc je pense qu'effectivement la situation a dû quoi qu'il arrive gêner l'équipe, gêner le travail des mécaniciens parce que il y avait plein de journalistes devant les garages, etc. Donc nécessairement ça perturbe un peu le travail et ça a pu avoir un impact, même si on les attendait clairement pas sur le Hungaroring au regard des capacités de la voiture. Non, alors moi finalement dans cette Q1 la grosse déception c'est Leclerc qui lui-même attendait, voulait la pluie et d'ailleurs même lui-même après au micro de Canal on voyait il était extrêmement déçu et de sa performance. Il a pas à aucun moment il a remis la voiture en cause. Il dit voilà j'en ai pas mis assez, j'ai été un peu trop prudent. Alors il dit parce qu'effectivement il avait pas roulé sous la pluie encore avec la voiture, mais bon il disait j'ai pas été assez rapide et encore une fois je salue sa franchise dans ses déclarations qui sont tout à son honneur. Charles Leclerc qui a eu maille à partir avec Verstappen sur la piste. Ah bon? Oui. Oh, c'est pas son style à Verstappen de gêner. Voilà. Il a fait il est vraiment trop con ce mec. Max? On y reviendra sur Verstappen. T'inquiète, on va s'occuper de son corps. Et aussi, j'aimerais dire un joli bravo à Sainz, parce que c'est lui le premier qui est parti avec les pneus slick. Et bon, partir sur les pneus slick avec le temps qu'il faisait, voilà, faut oser. Surtout quand tu voyais les deux derniers virages là. Oui, les deux derniers virages, ouais.
Oui. Tu vois, même Villeneuve, il disait putain, c'est quand même, pour moi, il disait apparemment, et pour lui, ça passait pas. Dès que Sainz dès son premier tour où il a claqué le chrono, Villeneuve, il dit bon, mais finalement, j'ai eu tort, quoi. Aussi, il mérite de dire bon, bah, finalement, c'est la bonne option. Ricardo, Bravo. avec son pari d'étendre, qui s'est avéré extrêmement utile au final. Ah bon? Oui, en Q1, alors que les autres, ils sont repartis en ultra pour faire leur temps. Mais pourquoi c'est utile? Bah alors Mais l'idée, je pense, c'était d'économiser un set de pneus, notamment dans l'hypothèse que Ricardo irait jusqu'à la Q3. Voilà. Voilà. Là, du coup, il va pouvoir, il a économisé suffisamment de pneus pour pouvoir faire toute la course avec des ultra tendres. Non, mais ouais, je comprends pas en fait, parce que ces pneus-là, depuis le début de la saison, s'en sert quasiment pas en course. C'est ça, moi, j'ai pas compris. Pourquoi avoir Non, mais en fait, il ne voulait pas utiliser des pneus tendres ou, ultra tendres ou tendres, je crois. Enfin, je sais plus. Ouais, c'est ça. Il a voulu économiser un train pour la course, pour justement pas avoir utilisé ces pneus-là. Donc, il a fait son relais en Q1. En se disant, il risquait pas trop grand chose. Bon, bah, ça a quand même été chaud au cacao, mais voilà. Ouais, mais alors, pas forcément mal vu. J'ai bien compris. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi chercher à sauver un train d'ultra tendre pour la course, alors que, depuis le début de la saison, on a plutôt tendance à se servir de la partie haute de la gamme. Justement, ce train de jaune, il aurait été bien en course. Ah, mais on n'a pas dit que ce qu'avait fait Red Bull était intelligent en Q1, hein. Mais oui, mais t'as dit que ça allait s'avérer payant, mais c'est ça que je comprends pas. Non, moi, j'ai pas compris. Non. Ce que je dis, ils l'ont fait en espérant que ça s'avère payant, c'est-à-dire, en effet, économiser un train d'ultra tendre pour la course. Mais d'ailleurs, ça ils sont s'est pas avéré payant, puisque de toute façon, il a été éliminé en Q2. Ben non, c'est la stratégie, c'est pour économiser un set d'ultra tendre en plus. Oui, voilà. Pour ne pas aller en Q3. Apparemment, je pensais que ça avait partie de la stratégie. Après, moi, j'ai pas l'allocation de pneus sous les yeux, mais peut-être qu'ils étaient short justement en ultra tendre et qu'ils voulaient préserver un train d'ultra tendre parce qu'ils en avaient pas suffisamment. Peut-être qu'il y a eu des allumages de pneus ou ce genre de choses. Et ils voulaient améliorer en tout cas leur quantité. Je me demande s'ils étaient pas d'ailleurs, ils avaient été un peu chiches justement en ultra tendre sur cette course. Dire l'allocation de pneus. Fiche. Tu es bruyant. Et au fait, Ricardo Verstappen, ils avaient, alors, en début de week-end, 2 médiums, 4 soft et 7 ultra tendres. Au fait, c'est pas Red Bull qui souhaitait ardemment la pluie pour espérer faire quelque chose? Oui, en Allemagne. Oui. Si, t'en as un qui s'est fait sortir en Q2 et l'autre qui a dit, on n'a aucun appui sous la pluie. Donc, écoute, très bien, bravo. Alors qu'il me semble avoir vu au micro de Canal, en air dire, non, on souhaite la pluie, ouais, c'est ça. Là, j'ai pas rêvé. Ah non, on n'a pas rêvé. Donc, une fois de plus, il passe pour des cons. Bon, c'est une estimation. Est-ce que finalement, Stroll n'aurait pas intérêt à recruter Christian Horner? Pourquoi? Pour faire des déclarations bullshit? Parce que ça ferait deux trolls dans l'équipe, quoi, du coup. Ah, ben oui. Oui. En fait, c'est chez Red Bull qu'il faut qu'il aille, Stroll. Ah ben oui, il serait comme un coq en pâte, hein. Messieurs, puisqu'on commence à empiéter sur la Q2, juste vous rappeler rapidement le classement de la Q2 qui a donc démarré sous un début de pluie, c'est-à-dire que ça a été la trajectoire inverse de la Q1. La Q1, on avait commencé sous la pluie et ça a séché au fur et à mesure, avec quelque chose qui était très intéressant puisque les pilotes ont roulé toute la Q1. Là, en Q2, ils sont tous partis en pneus slick, sauf Sébastien Vettel. Une personne. Voilà. On s'est demandé à ce moment-là si Sébastien Vettel prenait pas un risque parce que il se serait mis en retard avec dans la chauffe des pneus, etc. Et les 2 derniers virages. Et finalement, la pluie a redoublé. Et donc du coup, effectivement, le pari était tout gagnant pour Sébastien Vettel qui a signé un 1:28.636 qui n'a jamais été égalé à moins de 2 secondes par les autres une fois qu'ils ont passé les pluies. Le gars, il est sorti, il a fait son tour, il est rentré, c'est bon, ma Q2 est finie. Allez, salut. Non. Salut. Alors, pour une fois, effectivement, la stratégie de Ferrari était exceptionnellement bonne. Et pour moi, en fait, le pari, il n'était pas si risqué que ça. Pourquoi? Parce qu'au pire, les softs, les slicks ne passaient pas. Il rentrait, il mettait des inters et puis il reprenait la piste. Donc,
voilà, c'est surtout que je pense qu'il était parti avec suffisamment d'essence pour en faire en fait, si besoin, il repassait les inters. Ils étaient pris, ils faisaient un arrêt de pit stop comme en course et pour pas perdre de temps. Ça c'est un truc de commentateur, c'est-à-dire qu'à chaque fois en Q2 ils font du suspense, alors que sincèrement les Ferrari, les Mercedes en Q2 elles sont pas à s'inquiéter et que là concrètement si Vettel ne passait pas, admettons le Paris se plantait, il devait repasser des slicks après. Bon, s'il se plantait, c'est pas grave, il allait pas faire le meilleur temps de la qualif, mais il faisait au moins dans les 4 ou 5 premiers. Ouais, mais alors attention, dans des conditions comme ça où ça peut beaucoup changer au sein d'une même partie de qualif, là justement faut être super prudent. Hein, la preuve, Ricardo. Normalement, la Red Bull elle doit passer en Q3, hein. Alors Ricciardo justement qui est éliminé, il partira 12e sur la grille, éliminé parce que visiblement, alors pour plusieurs raisons, hein, mais il est parti là aussi en pneu tendre. Là pour le coup le choix était un petit peu plus dubitatif et en fait sa tentative a été avortée par le tête à queue de Lance Stroll qui a fini enfin sa moustache a fini dans le rail. Ça s'appelle dans le rail. Merci. Et donc voilà, Lance Stroll est encore pas assez vieux pour avoir une moustache. Oui. Donc lui dit que il a une voiture pour finir dans le rail, donc. Non. Oui, mais c'est pas le même rail dont on parle. Il a jamais eu besoin de voiture. Pourtant, il met la moustache. Pourtant, il met sa moustache dans le rail, Montagny. Et voilà, c'est la raison invoquée par Ricciardo qui a un petit peu défendu les choix stratégiques de l'équipe. Mais bon, très vite, il y a plus eu de suspense puisque la pluie a redoublé et que c'était impossible pour les pilotes d'améliorer. Ce qui nous fait donc en éliminer lors de la Q2 Fernando Alonso qui s'élancera 11e et aura donc le choix des pneumatiques pour la qualification, comme tous les pilotes de toute façon. Enfin pour la course. Pour la course. Oui. Daniel Ricciardo 12e, Nico. Oui, la qualif aussi, il avait le choix des pneus. Nico Hülkenberg 13e, Marcus Ericsson 14e et donc Lance Stroll qui n'a pas signé de temps après son crash partira 15e. Voilà. D'autres remarques sur cette Q2, messieurs? Le beau deuxième temps de Carl Sainz qui a su exploiter tout de suite les conditions. Je crois que c'est dans son premier tour, j'imagine. Les deux tours au centre. Les deux tours au centre. Avec un beau cinquième temps de Pierre Gasly. Et Hartley qui démérite pas, et qui a bien su se jouer de ces conditions assez compliquées. Carlos Sainz, c'est vraiment l'avenir de la F1. Toi, tu dis ça. Putain, je sais pas si c'est du lard ou du cochon quand tu balances ça comme ça. Merde! Je suis dévasté. J'espère vraiment que t'as enregistré, Bouchard. Ouais. Ah, mais ça va carrément être dans l'émission. Bah, c'est à Shinji de moi, hein. Et donc, du coup, messieurs, il nous reste une demi-heure, là, c'est ça? Il nous reste tout pile 10 minutes pour aborder la Q3. Oui, il va falloir au moins ça. Ah non, il faut aller vite parce qu'il y a un truc, on n'en a pas parlé. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la mort de Sergio Marchionne, donc il faudrait qu'on aille un peu plus vite. Oui, donc du coup... Voilà, bon, les Gris, ils ont gagné. Allez, on parle de Marchionne. Ouais. Du coup, Shinji, tu sais qu'on perd du temps là. Du coup, Shinji, toi tu parlais des Toro Rosso. Pierre Gasly 6e, Brendan Hartley 8e, première Q3 pour Hartley, meilleur qualif je crois pour Gasly. Belle performance d'ensemble du moteur Honda qui a sans doute profité des circonstances pluvieuses pour équilibrer ses performances. Sur un circuit qui n'a qu'une longue ligne droite. Mais qui n'a qu'une ligne droite, donc. Oui. Mais du coup, on voit qui se qualifie mieux que Verstappen qui part 7ème et qui part 7ème. Non, parce qu'il aurait pu partir de plus loin si les commissaires avaient fait leur boulot. Mais sur un circuit qui met en avant les qualités du châssis, c'est forcément la faute du moteur Renault. Oui. Oui. Inversement, ça met en avant les qualités du châssis Toro Rosso qui sera probablement moins bon dans les années à venir puisqu'on a appris que James Kay était recruté par McLaren, même si visiblement Toro Rosso n'a pas envie de le lâcher. Ah ils vont pas faciliter la vie à McLaren, ça c'est sûr. Non. À moins qu'ils trouvent un petit truc financier. C'est une question de pognon, tout ça, ensemble. Ils vont essayer d'aller chercher Lando Norris.
Ah, je croyais que t'allais dire ils vont essayer d'aller chercher Lance Stroll, mais Non. parce que visiblement ce mec est vu comme une mallette de pognon sur pattes. Donc, Bah non. C'est pas Lance Stroll qu'ils veulent, c'est Lawrence Stroll. Pas Lance, on s'en fout. Lance Stroll, c'est juste une palette de brousouf comme ça dans le paddock, quoi. C'est tout. Et donc, messieurs, pour avancer, on a parlé de Verstappen, Verstappen qui partira 7ème. Je suis obligé juste de lier ça à la performance des pilotes As. Magnussen partira 9ème et surtout Romain Grosjean 10ème. Romain Grosjean qui a donc été gêné par Max Verstappen dans le dernier virage. Verstappen qui, je crois, lançait un tour. Romain Grosjean qui finissait le sien et qui arrivait beaucoup plus vite. Voilà, les deux pilotes, le Verstappen a été convoqué chez les commissaires qui ont décidé donc de ne pas le sanctionner. C'est de le sanctionner pour rouler trop lentement à la sortie du virage 1 quand il casse les couilles à Leclerc non plus. C'est-à-dire qu'il y avait 2 bonnes raisons de lui en mettre une bonne à ce petit con et comme d'habitude on le fait pas, quoi. C'est trop compliqué de ralentir et de se mettre hors trajectoire. Non mais surtout que en plus depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, on sait qu'on peut aller dans la voie des stands et en sortir comme un sac à merde. Donc il y avait largement de la place, quoi. Mais le pire, c'est que. Excusez-moi. Mais c'est qu'il n'y a pas eu d'accrochage. Donc, les commissaires de la FIA s'en branlent. Je vais passer mon expression, mais voilà, ils s'en foutent. Grosjean, quand il était gêné par Verstappen, il avait plus de 2 secondes d'avance sur son meilleur temps. Donc, il était en train d'aller venir peut-être chercher la place de Verstappen. C'est ça qui était énorme. Mais, comme les conséquences ne sont que sportives et que, du coup, il ne peut pas améliorer sur la place, sur sa place sur la grille de départ, les commissaires s'en branlent. Il faut qu'il y ait du carbone qui vole pour qu'ils décident de donner des putains de sanctions. Et ça commence à sérieusement me les brouter, quoi. Mais c'est ça le pire, c'est-à-dire que mais sous la pression aussi des fans qui ont gueulé contre l'excès de pénalité, l'interprétation, la réponse qui en est faite par la FIA pour moi est nulle à chier parce que ils ont tout de suite conclu que ils ne pénalisaient désormais que quand il y avait une mise en danger. Sauf qu'à un moment donné, la pénalité elle est aussi là pour intervenir sur le champ sportif. Et là très clairement, on a un pilote qui ruine la qualification d'un autre pilote, tout comme on avait lors de la dernière course en Allemagne, un pilote qui profitait d'une infraction pour gagner la course. À un moment donné, il faut aussi que la FIA tienne compte de l'impact sportif qu'ont certaines infractions pour sanctionner, ce qui n'est pas fait. Alors en plus, Grosjean, c'est quand même, c'est un bon client pour ça, parce que je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, quand il a été clairement gêné par Hamilton c'était à Silverstone de mémoire, Hamilton n'avait rien eu, parce que bien sûr aussi on n'allait pas toucher Hamilton sur ces terres. Là, c'est Verstappen, un autre pilote de pointe. Ah donc en fait, Vettel, il aurait dû gêner Grosjean. Putain, mais t'es con, Sébastien, merde. Faut gêner Grosjean. Tu gênes Grosjean, t'es pas emmerdé. T'es pas emmerdé. Non mais sans déconner, c'est l'impression que c'est la bonne poire. Le mec, de toute façon, on va dire que ça peut être sa faute, parce que du coup, les autres, on pénalise pas les autres. C'est énorme, c'est hallucinant. Je suis convaincu que ça aurait été la situation inverse, Grosjean il prenait minimum 3 places sur la grille. Minimum. Si c'est pas 5. Et il l'aurait pas volé. Je suis sûr et certain. Et il aurait pas volé. Ça aurait été, on aurait tous dit, mais c'est normal. Pareil, comme tu dis, quand Verstappen gêne Leclerc à la sortie au virage 1, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais que Verstappen ne le voit pas arriver, c'est pas mon problème. Verstappen, il a été prévenu par l'équipe que le Grosjean arrivait derrière. Il a été prévenu, c'est ça. Oui. Et je veux dire, même s'il n'avait pas été prévenu, ça aurait été une faute de l'écurie, et donc dans tous les cas, il aurait mérité des places de pénalité. Donc messieurs, il nous reste un peu moins de 5 minutes pour 5 pilotes. Nous avons Carlos Sainz qui est 5e, c'est le premier des autres. Cool. Ouais, c'est cool parce que 6. Ça va faire un énorme carton au premier virage, ça va être trop bien. Et sur les 4 premières places, bravo les Mercedes, parce que franchement on s'attendait pas à un doublé Mercedes vendredi matin. Et même par rapport au Q1. Bon, même si les conditions sont quand même très différentes de ce qu'on pouvait attendre des qualifications et de ce qu'on aura probablement en course.
Oui. Voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec les Ferrari qu'on suspecte avoir un meilleur rythme en course, qui sont juste derrière les Mercedes sur une piste qui va être définitivement sèche, ça et complètement propre. Oui, il y a sans gomme, sans grip, ça risque d'être un peu plus compliqué pour les Mercedes. Ouais. Surtout la chicane. Le GP2 là. Il se réveille l'autre. Oui, bah ça va. Donc juste pour rappeler les positions et comme ça on pourra faire le petit encart marquionné que demandait Scani. Sébastien Vettel partira en 4e position, derrière Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas sera 2e et c'était donc la 77e pole position de Lewis Hamilton, la 45, je sais plus combienième, avec le moteur Mercedes chez Mercedes. Il enfile bien les pole positions comme les perles, quand même. Oui, il enfile bien. On rappelle qu'il est arrivé avec un mannequin hongrois, donc il enfile bien. Scani. En même temps, rappelons que Budapest c'est la capitale du porno en Europe. Hein. Oui. Ça, c'est pas trop dur. Même quand tu fais un enterrement de vie de garçon à Budapest, tu sors de l'avion avec un mannequin. Donc... Non mais Scani, tu feras ton SAV du porno plus tard. Ah ouais, vas-y, Dino, c'est ça le futur projet. C'est ça notre nouveau projet, Dino. Non. Viens, on fait ça. Non. Tu parlais d'enterrement, tu voulais parler de Sergio Marchionnet. Je fais les transitions que je peux. En rigolant. C'était soit ça, soit le porno. Je préférais passer sur l'enterrement. Oui, donc Sergio Marchionnet nous a quitté ce 25 juillet. Donc c'était l'administrateur délégué de Fiat. Ah, il reste le temps de la pole. Ah, il reste ah oui, d'accord. Donc c'était je dis ce que je veux. Oh. C'était l'administrateur délégué de Fiat qui l'a redressé en la mariant un peu avec Chrysler. Il restera donc celui qui a sauvé Fiat, qui a sorti Ferrari de Fiat, puisque Ferrari maintenant est coté de son côté, enfin toute seule. D'ailleurs, le code de Ferrari en bourse c'est RACE, RACE, c'est marrant. Enfin moi j'aime bien. Mais j'imagine que ça n'intéresse que moi ou ceux qui regardent BFM Business. Oui. Ça laisse plein de pas d'inquiétude mais d'incertitude sur la manière dont il va être remplacé. Donc là ils sont allés chercher le directeur de Chrysler, si je ne me stresse. Mais arrête. Mais dépêche-toi. Il est dans le virage 7, Lewis Hamilton. Ouais, mais il en sortira pas, on s'en fout. Donc voilà, on sait pas trop ce que ça va donner sur Ferrari. Moi, je pense que du coup, comment il s'appelle celui qui fait peur là? On s'en fout. On s'en fout. Avance. Non, mais là, j'ai plus envie. Là, j'ai envie de prendre mon temps là. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve lundi. C'est toi qui animera l'émission. Ou peut-être voilà. Peut-être mardi. Peut-être lundi. Peut-être je vais chez le dentiste, sinon je serai pas là.